Merci à chacun et à tous. Merci surtout pour votre aimable attention et pour votre grand sens de patience. Allez, on va tous ensemble passer à la dernière partie de votre émission 120 minutes Actu Soir avec à l'agenda ce soir deux sujets. Le premier a trait à la proposition de loi portant révision de la Constitution avec comme déclinaison proposition de l'instauration d'un Sénat au Bénin. Avec mes débatteurs, on va aborder le sujet. On s'intéressera également à la situation de la survie du parti Les Démocrates. Là, ce sera la deuxième partie, sinon la dernière partie de l'espace débat de 120 minutes Actu Soir. Ce soir, avec trois invités, Didier Makou, militant BR. Bonsoir. Bonsoir Dias, bonsoir et chers téléspectateurs. Juste Defodji, il est juriste. Merci de nous gratifier de votre temps. Bonsoir, Juste. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices. À côté de Juste Defodji, quelqu'un qui fait son baptême de feu aujourd'hui, qui nous gratifie de son précieux, de son sacré temps, Médard Agbessi, socio-anthropologue. Bonsoir, Médard. Bonsoir, chers journalistes. Bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la chaîne E-Télé. Merci pour l'invitation. Allez, Médard, si tout marche bien, les députés à l'Assemblée nationale pourraient voter cette loi qui porte révision de la Constitution avec en ligne de mire, puisque c'est le sujet qui fait débat actuellement, la création d'un Sénat. Est-ce que à l'étape actuelle de la vie politique du Bénin, est-ce que vu l'évolution de l'expérience démocratique du pays, on a besoin d'un Sénat? Monsieur le journaliste, et d'entrée de jeu, pour répondre à votre question, je voudrais d'abord faire constater que il est temps que, citoyens béninois que nous sommes, nous fassions l'effort de prendre notre constitution comme un édifice qui est construit en matériaux définitifs. C'est pour dire quoi? Il va falloir que, à chaque moment où on doit pouvoir opérer des changements, des mutations, pour que notre édifice puisse répondre un tant soit peu aux réalités et au contexte actuel, il va falloir le faire. Mais prendre la Constitution comme un édifice construit en matériaux définitifs qu'on ne peut pas toucher, je voudrais d'abord qu'on essaye de le faire constater et de le faire souligner qu'il est temps qu'on essaye de mettre de côté cette façon de voir notre Constitution. Si cela est fait, si on s'entend sur ce que je viens de dire, alors toute révision en accord qui, à un moment donné, doit changer en accord, notre bon vivre ensemble, c'est alors la bienvenue. Par rapport à ce que vous avez dit, qui est de l'introduction du Sénat dans cette nouvelle constitution, je peux vous dire, au travers de mes lectures, que ce Sénat est la bienvenue pour corriger un tant soit peu un certain nombre de problèmes que nous avons souvent tendance à connaître lorsque nous envisageons, ou bien lorsque nous sommes dans les périodes si sensibles de notre vie démocratique. D'accord. Allez, Didier, est-ce que vous dites la même chose? La Constitution béninoise est aussi sacrée que chaque fois qu'il urge de la toucher, ça doit faire trop de problèmes. Écoutez, le monde évolue. Le monde évolue et le Bénin est appelé à évoluer avec. Et nos tests, que ce soit la Constitution ou d'autres tests, sont aussi appelés à évoluer. Parce que quand vous prenez même les démocraties que nous suivons, la France ou bien les États-Unis ou autres, les constitutions ont été modifiées à plusieurs reprises. Donc, je rejoins un peu M. Médard en ce qu'il disait que
on ne peut pas rester statique, soit penser que telle que la Constitution elle est, bon, ça doit rester ainsi, on ne doit pas toucher, virgule, non. La Constitution, elle a été, s'il te plaît, Adias, la Constitution a été en 90, nous sommes aujourd'hui en 2025. Les choses les lignes ont bougé, le monde évolue. Le Bénin doit suivre aussi sa marche, pas rester dans un passé. Et ce qui est proposé, si vous le permettez, ce qui est proposé, comme nous parlons du Sénat, qui n'est pas une innovation béninoise. Donc, quand vous regardez la proposition qui est faite, et aussi tout ce que nous traversons, en tout cas toute l'évolution que la politique béninoise a eue, on ne peut que dire que c'est une bonne chose. Et là, je voudrais préciser une chose. Il y a une sorte d'amalgame que les gens font. Il y a une différence entre une proposition de loi et un projet de loi. Le projet de loi, c'est porté par le gouvernement. Proposition de loi, c'est porté par les députés. Et ici, nous sommes en l'espèce, nous sommes en face d'une proposition de loi portée par les députés. Donc, j'entends dans l'opinion dire non, c'est le président Talon, tout ça là. Non, c'est vrai que c'est sa majorité, nous sommes d'accord. Mais si les députés étant aussi des acteurs politiques clés quand même du pays, dans leur analyse, dans leurs observations de l'évolution de notre architecture institutionnelle, politique et autres, constatent qu'on peut faire ceci, on peut faire ça pour que les choses puissent aller encore mieux. On ne peut que accompagner ça. Donc, si on s'entend sur ces bases, je crois qu'on peut évoluer dans le débat. D'accord. Vous posez-vous votre condition juste. Est-ce que vous en avez? Oui, je vais déjà commencer par dire, ne faisons pas d'amalgame. Nous savons tous que la mouvance présidentielle est très droit, pour dire tout simplement que obéit au doigt à l'œil plus ou moins du responsable de la majorité présidentielle, et il ne peut pas y avoir proposition de loi, surtout de la Constitution, de la révision de la Constitution béninoise, sans que le président Patrice Talon n'ait en amont avisé. Ce serait du leurre de penser qu'ils se sont levés est nihilo pour se rendre à la présidence, pour tout simplement faire cette proposition-là à l'Assemblée nationale. Maintenant, pour revenir déjà au contexte, vous savez, on parle de révision de la Constitution. N'oublions pas que nous sommes en Afrique et que notre climat est particulier. Quand on a vu ce que la révision de la Constitution crée dans la sous-région ouest africaine, le Bénin fait école parce que depuis 1990, nous avons une stabilité politique qui est due non seulement à la conférence nationale, mais la conférence nationale dont est issue la Constitution que nous avons depuis 1990. Donc le Béninois est jaloux de cette liberté, le Béninois est jaloux de cet acquis, et qu'au minimum, si on veut modifier, qu'il y ait le débat. Parce que le contexte n'est pas propice forcément. Vous voyez, non seulement les députés sont en fin de mandature, le président est en fin de mandature, il y a des différents au sein des partis qui animent la vie politique. Nous sommes à la porte d'une élection générale, la première dans l'histoire du Bénin. Donc, nous sommes plus ou moins dans un climat où il faut faire doucement, il faut faire les choses avec tact, avec parcimonie. Et donc, dans un climat pareil, si on veut réviser une constitution, la moindre des choses, c'est de le faire soit par référendum ou tout simplement en faisant le débat de façon publique avant de se rendre à l'Assemblée nationale. Pire encore, je dirais, qu'est-ce qui urge de sorte à ce que ça se fasse tout de suite? Pourquoi? Par exemple, dans le projet de société du candidat de la mouvance présidentielle, on n'insère pas la question comme le président Patrice Talon, alors candidat en 2016, a eu à faire en disant: si je suis élu, j'aurais amené à instituer le Sénat ou à demander à l'Assemblée nationale de voter la révision de la Constitution de sorte à insérer le Sénat. Voici ce que je propose. On fera le débat. Il y aura des propositions au niveau des universités, au niveau des classes populaires du Bénin, de sorte à pouvoir amender cette loi-là pour que tout le monde puisse savoir en avance qu'il y aura un tel projet et que ça donnera. Et tout porte à croire même que la prochaine mandature de l'Assemblée nationale sera acquise à la cause de la mouvance présidentielle. Donc on se pose la question, heureux, pour revenir au fond de la loi, heureux de savoir que ça n'aborde pas certains sujets délétères pour estimer que le président Talon souhaite rester indéfiniment au pouvoir, même si ça c'est plié, c'est rangé, même si la question demeure, parce que on a un Sénat qui s'apparente à un conseil de sages, mais qui a des prérogatives législatives,
qui a des prérogatives judiciaires, qui a des prérogatives d'exécutif, au fait. Donc, les dispositions de la proposition de la loi donnent un peu du pouvoir de l'Assemblée nationale, un peu du pouvoir judiciaire, donc de la Cour constitutionnelle, un peu du pouvoir exécutif à ce conseil-là, qui n'est même pas élu. Ce conseil n'est pas élu, c'est simplement des sages qui ont eu à déjà gérer l'affaire, qui sont mis là. Donc, on se pose la question sur leur légitimité à décider du devenir du Bénin sur une longue période, parce qu'ils peuvent rester là jusqu'à 90 ans et pour la première mandature jusqu'à 95 ans. Donc, on se pose des questions sur le fond. Pourquoi, si on souhaite que le diagnostic, ou on estime que le diagnostic est bon, pourquoi on ne décide pas d'élire ceux qui doivent nous représenter au niveau du Sénat? Pourquoi on va directement prendre uniquement? Pourquoi on ne nous dit pas, par exemple, oui, ce sont des sages, ils ont eu à gérer la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale, le pouvoir exécutif, on les prend, ils constituent 49%, on fait une élection peut-être par département et on a 51%. Ces personnes-là vont ajouter et on sait que le peuple a envoyé des gens qui peuvent le représenter valablement pour pouvoir prendre des tests. Mais ce qui n'est pas le cas. Donc, en soi, l'initiation du Sénat n'est pas le problème, mais c'est la méthodologie appliquée qui pose problème. Non seulement la méthodologie, mais ceux qui constituent ce Sénat, on se pose des questions. On se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire si demain, il y a des désaccords, vu qu'ils ne sont pas élus? Donc, tout simplement que le Sénat en soi n'est pas problématique, mais la démarche effectuée, le contenu de la loi peut poser des questions. Parfait. Allez, je vais rapidement retrouver Didier parce que vous semblez vous inscrire en faux, hein. Suite au propos de Didier, j'ai senti qu'il a eu envie de réagir, sauf qu'aujourd'hui, il est resté légèrement calme. Non, je comprends les inquiétudes, hein. Je comprends aussi les réticences, c'est normal. Et c'est aussi cela la démocratie. Et je pense que le Sénat tel que proposé n'interdit pas tout ceci. C'est déjà bien qu'au moins nous puissions faire ce débat-là pour que nos compatriotes, nos frères et sœurs comprennent le bon sens de ce qui est proposé. Moi, personnellement, ce que je constate, nous avons un Sénat tel que proposé par la loi, qui est en réalité, vous l'avez souligné tout à l'heure, vous avez abordé le thème que j'ai aimé, un conseil des sages. Quand vous regardez, on dit que c'est composé des anciens présidents, et c'est composé aussi des anciens présidents de la Cour constitutionnelle, de l'Assemblée nationale. Et l'état-major également. Chef d'état-major avec la désignation de quelques-uns par le président de l'Assemblée et le pouvoir exécutif. Merci beaucoup. Quand vous regardez l'ensemble, vous comprenez avec moi que les questions qui seront débattues, d'abord, moi je m'inscris en faux lorsque vous dites qu'ils vont émietter les pouvoirs de législatif, les pouvoirs de l'exécutif. Je ne retrouve pas, en tout cas à ma compréhension du texte que j'ai lu, je ne vois pas la chose telle qu'elle. Plutôt, je vois comme une institution qui vient comme un conseil de sages, qui accompagne l'action gouvernementale, qui accompagne le développement du pays, qui certainement va produire des conseils, va orienter, mais n'ont pas le pouvoir décisionnel dans la gestion du pays. C'est cet amalgame-là que je voudrais quand même qu'on arrive à aplatir pour que nos compatriotes puissent comprendre que ce n'est pas une logique d'un pouvoir exécutif bis, non. Il s'agit d'un conseil de ça, vous l'avez dit, j'ai aimé tellement le mot qui va accompagner la gestion du pays sans forcément à vouloir donner des ordres, vous allez faire ci, non, nous ne sommes pas dans cette logique-là. Donc, Abdias, je pense que ce débat-là, si on peut l'approfondir même dans les jours à venir pour que les gens puissent comprendre qu'il n'est pas question que le président Talon qui bientôt va quitter le pouvoir, devient encore autrefois, revient encore au pouvoir sous c'est pas ça. C'est pas ça. Il n'est même pas demandé de ça, il a dit, et c'est pourquoi j'ai précisé au départ qu'il s'agit d'une proposition de loi. Et comme une proposition de loi, on ne peut pas forcément, c'est vrai que c'est sa majorité qui propose, c'est sa majorité qui a mis ça sur la table. Non, je ne dis pas qu'il n'est pas au courant. Je ne dis pas qu'il n'est pas au courant. Mais ils peuvent l'informer. Mais quand même, ce ne sont pas des robots, les députés. Non, ce ne sont pas des gens... Ce ne sont pas des marionnettes. Non, on va les appeler, dire, ok, ben, allez faire ça. Non, c'est vrai que nous sommes en politique, mais ils ont aussi leurs opinions, ils ont aussi leurs convictions, ils ont aussi leur orientation dans la politique. Et s'ils ont décidé
Ils ont compris, ils ont dit, ben, il faut qu'à partir de 2026, il faut que nous mettions en place ce dispositif-là qui viendra en appui à la stabilité d'abord, parce que quand vous regardez les prérogatives du Sénat tel que c'est dit, ça vient en appui quand même à la bonne gouvernance. Hein. Donc, je pense que on se comprend quand même sur cet aspect de la chose. Allez, mesdames, est-ce que vous voyez la chose de la même manière? C'est vrai que juste à quelques griefs contre cette proposition qui va modifier la loi fondamentale du pays, mais Didier, par contre, trouve que c'est un conseil de sages qui va permettre au pays de connaître un développement en ce qui concerne la bonne gouvernance. Vous dites la même chose? Vous? Je m'inscris un peu dans la même logique que Didier, du moment où, quand nous voyons un peu le profil des différents acteurs qui doivent composer ce Sénat, on comprend aisément que c'est une forme de capitalisation des expériences de ces différents acteurs-là, au profit du développement de notre pays. Et il faut souligner que ces différents acteurs, par le passé, constituent des leaders d'opinion. Où chaque fois que nous sommes face à des situations de crise ou bien de situations où on semble pouvoir entendre des sons de cloche, c'est des personnalités sur lesquelles la population interroge, bien la population s'attend à ce que ces acteurs-là puissent intervenir et donner leur point de vue. Mais si à un moment donné, on peut anticiper de telle sorte que ce travail doit être fait en amont pour que cela ne soit pas en aval, qu'on attende nécessairement le son de cloche de ceux-là, je pense bien que alors cette introduction du Sénat est une bonne chose. Est une bonne chose. Ce qui est aussi important qu'il faut noter, c'est quoi? Le Sénat, de par sa constitution au vu de la lecture que j'ai eu à faire autour de cette proposition de loi, on comprend aisément, de par les prérogatives, et monsieur Juste vient de le souligner, on comprend aisément, peut-être que nous ne faisons pas la même lecture, mais on comprend aisément qu'ils sont en réalité à l'avant-garde des problèmes qui, à un moment donné, peuvent survenir dans notre bon vivre ensemble. Si tant est que des lois sont votées à un moment donné et que c'est dans l'application de ces lois-là qu'on se rend compte qu'à un moment donné, il y a eu un certain nombre de failles, il est important, si à un moment donné, ceux qui, par le passé, ont occupé ces institutions aussi importantes de notre vie politique, de notre démocratie, puissent jeter un coup d'œil rapidement sur ces différentes lois-là, afin que peut-être le président même de la République ne promulgue alors cette loi-là. Si tant est qu'on vise à faire de la sorte, je vois clairement que le Sénat est alors un organe qui, si ça n'existait pas, il fallait coûte que coûte, comment on appelle même, créer, en accord, cet organe ou bien cette chambre de sages, de personnes expérimentées qui ont fait leurs preuves au niveau de nos différentes institutions et qui, à un moment donné, vont propulser la question même du développement de notre pays. Ce qui nous unit beaucoup plus, ce à quoi nous pensons beaucoup plus, ce à quoi tout un chacun de nous, chaque acteur politique, vise aujourd'hui, c'est le développement du Bénin. Ça veut dire quoi? C'est le bien-être des citoyens à travers le pain et la paix. Si tant est que cet organe peut jouer ce rôle, alors je crois très bien que c'est la bienvenue. Allez, juste, on va s'intéresser maintenant à la configuration de ce Sénat. Est-ce que vous ne voyez pas un conglomérat de compétences qui pourrait vraiment être
à l'actif du pays lorsqu'ils agissent à l'unisson que de les laisser en rang dispersé. Vous avez fait l'expérience des 10 dernières années avec le président Boni Yahi, par exemple. Vous avez vu les débuts de mandat du président Talon, les réactions du président Soglo, de son épouse également. Est-ce que fédérer ces personnes, les mettre dans un même groupe ne permet pas qu'ils voient dans la même direction et apportent des solutions plutôt que d'être des personnes qui parfois troublent l'ordre public? A priori, oui, d'accord. En amont, tout de suite, sans forcément aller en profondeur, on va répondre oui. Je voudrais commencer par dire que le diagnostic n'est pas mauvais. Le diagnostic en soi, de dire que nous voulons un conseil de sages qu'on peut consulter pour le devenir du Bénin, pour la paix, pour l'animation de la vie politique, au fait, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais non, le souci se trouve à deux niveaux. Déjà, vous voyez la loi de la séparation des pouvoirs de Montesquieu. Ici, on prend des gens qui sont appelés des sages, mais sans un mandat renouvelable, sans un mandat limité, mais qui peuvent être là tout le temps. Ça dépend de leur jeune âge. Donc, je prends le président, éventuellement, si le candidat de la mouvance, Omer Wadagne, venait à être président, c'est qu'à 60 ans, il devient ancien président. Et de 60 ans jusqu'à 90 ans, il se retrouve au niveau du Sénat. Vous êtes sûr que pendant... Vous lui donnez déjà 10 ans, hein, c'est ça? Bon, éventuellement, ou peut-être même 5 ans, peu importe. Donc, ça apporte même plus de grain à mon moulin. Donc, vous êtes en train de me dire que sans mandat électif, il sera dans ce Sénat-là pendant 30 ans ou pendant 35 ans. Et que tous les autres présidents qui passeront par là, vous êtes sûr qu'il va pouvoir s'entendre avec eux? Vous savez que la limitation des pouvoirs et le renouvellement du mandat amène les gens à pouvoir réfléchir, faire les choses dans leur cadre. On a reproché à l'ancien président, le patriarche Soglo, dans ce pays, qui ne veut que le bien de ses enfants. D'autres sont allés jusqu'à dire que s'il apprécie aujourd'hui les actions du pouvoir en place, c'est pour pouvoir permettre à son enfant qui est en exil de revenir au pays. Donc malgré que nous estimons que ce sont des sages, nous leur prêtons également des intentions pour dire qu'ils ne sont pas parfaits, qui sont des humains, qui sont faillibles. Justement parce que vous leur prêtez des intentions. Non, mais parce qu'ils sont faillibles. Vous ne me direz pas, on reviendra tout à l'heure aux démocrates, des choses sont reprochées au président Yahi pour la gestion des démocrates, pour dire que malgré qu'ils sont appelés à être des sages, qu'ils ont eu à gérer le pouvoir public, ils ne sont pas exempts de reproches. Ils restent des humains. Mais ici, qu'est-ce que vous faites? On leur accorde des pouvoirs ad vitam aeternam, si vous le voulez, parce que 20 ans, 30 ans, 40 ans, sans être élu. Et pire, on a parlé des pouvoirs tout à l'heure, on m'a dit que ça ne concernait pas l'exécutif ou l'Assemblée nationale. Dans un premier temps, on dit qu'il y a trêve politique. Et la trêve politique dure 4 ans. En soi, c'est pas mauvais. On veut construire le pays, on a des visions ensemble. Là n'est pas le souci. On nous dit que si vous souhaitez intervenir, vous êtes soit le peuple béninois ou vous êtes un parti politique, vous devez le faire dans la ligne de la politique du gouvernement en place. Vous devez avoir des contributions. Il faut critiquer et en contribuant. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais le problème, c'est qu'on ne donne pas ce qu'on estime comme contribution, dans quel cadre c'est considéré comme critique subjective ou non. Et dans ce cas-là, si le Sénat là est appelé à juger, à analyser, à vérifier si cela respecte la Constitution, parce que c'est ce qui est dit, c'est le Sénat qui va vérifier si dans vos critiques, dans votre animation de la vie politique, vous êtes dans la ligne de contribuer au développement politique. Vous êtes sûr qu'il ne peut pas arriver des moments où ce Sénat-là pourra être manipulé, soit par le pouvoir en place, ou soit par des responsables en interne qui l'auraient géré. Justement, mais finalement, votre crainte se trouve à quel niveau? Parce que la crainte, c'est que les pouvoirs qui sont dévolus au Sénat sont assez forts, contrairement à ce qu'on pense, et ce sont des gens qui ne sont pas élus. Et donc, il doit avoir un mandat répétitif ou limité pour pouvoir les amener à pouvoir réfléchir. Pourquoi le président de la République est élu pour un mandat donné? Les membres de la Sénat, de la Cour constitutionnelle, même le président de la Cour suprême. Et c'est au niveau du Sénat qu'il n'y a pas d'élection, qu'il n'y a pas de renouvellement de mandat. Alors, en profondeur, en analysant les prérogatives toujours du Sénat, on dit que le chef de l'État qui est élu et que la Constitution béninoise lui accorde la prérogative de demander une relecture d'une loi, peut ne pas le faire. Le Sénat qui n'est pas élu
et qui est constitué de membres nommés ou plus ou moins définis par la Constitution, peut demander une deuxième lecture. Et si lors de cette deuxième lecture, l'Assemblée nationale ne prend pas en compte les apports du pouvoir en place, de l'exécutif, le Sénat, on a dit, l'Assemblée nationale, ce sont des élus par le peuple, d'accord? Mais on dit, si eux, la loi qui vient de voter ne conviennent pas ou aux dispositions, le Sénat peut prendre la relecture définitive de cette loi-là. Donc, ils sont plus puissants que ceux qui sont élus. Il n'y a pas de paradoxe. En réalité, juste votre problème... Il n'y a pas de paradoxe pour vous, c'est tout à fait normal. Et ça contrecarre le pouvoir en place. Et si cette loi-là, après la lecture définitive du Sénat, ne convient pas au président de la République, et le président de la République refuse de promulguer la loi, ça donne quoi dans ce cas? Parce qu'on dit que le Sénat donne son avis avant promulgation des lois ayant rapport avec la politique nationale et ayant rapport avec le développement du pays. Et donc, c'est un conseil qui a un mandat législatif sans être élu et qui a un pouvoir qui, si c'est en accord avec le pouvoir exécutif, le problème ne se pose pas. Mais si ce n'est pas en accord avec le pouvoir exécutif, peut créer des problèmes au pouvoir exécutif dans la mise en œuvre de sa politique. Juste, c'est vrai, Médard, je vais vous retrouver tout à l'heure. Vous pensez que pour des gens qui ont dirigé de grandes institutions, les grandes d'ailleurs, et puis pour quelqu'un qui a dirigé, je ne veux pas dire un pays, mais je préfère dire le Bénin, vous pensez que arrivé à ce stade, il va bloquer un sujet d'intérêt, un sujet de développement? C'est déjà arrivé. Vous voyez à l'Assemblée nationale où il y a des lois. Vous voyez à l'Assemblée nationale, il y a des lois. Vous parlez justement de l'Assemblée nationale. Non, attendez, j'y viens. Je vous réponds tout simplement. À l'Assemblée nationale, on a eu des gens dans ce pays qui ont voté à blanc. Contre ou oui. Ils n'ont pas eu besoin de lire. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord ou ils sont d'accord. Il y a des lois pour le développement, par exemple la vision Bénin 2060. Il y a des députés qui ont voté contre simplement parce que c'est la mouvance qui a proposé. On a eu ça dans ce pays. Les présidents, les sages dont vous parlez, les sages dont nous sommes en train de parler, que ce soit la Cour, que ce soit toutes les cours constitutionnelles qu'on a eues, quel président de la Cour constitutionnelle n'a pas été critiqué au Bénin pour dire qu'il est en accord avec le pouvoir en place? Toutes ces personnes qu'on considère aujourd'hui comme des sages, on les a tous critiqués, on les a tous dit qu'ils étaient à la solde du pouvoir en place et qu'ils ne répondaient qu'au doigt et à l'œil du pouvoir en place. Même la Cour actuelle, on l'a dit, quand le président Gbagbo était là, on a dit la même chose. Même les présidents en exercice, on les critique. Je vous ai démontré tout à l'heure que même quand ils ne sont plus en exercice, on continue de les critiquer dans la gestion. On a eu le président Soglo qui a géré la mairie de Cotonou ici. On continue d'avoir des critiques à son égard. J'ai donné l'exemple du président Yahi. Donc de là à croire que parce qu'ils ont eu à gérer le pays, parce qu'ils ont eu à gérer des institutions, ils sont sans faille et qu'ils ne sont pas avec des défauts ou qui ne peuvent pas avoir des intérêts qui peut les amener à pouvoir bloquer des lois ou à pouvoir prendre des décisions, c'est complètement se tromper. Merci. Je vous retrouve tout à l'heure. Je donne la parole à Médard qui... Cher journaliste, j'ai écouté attentivement et comment on appelle même juste. Et je pense que il y a un certain nombre d'aspects que je voudrais aborder que finalement lui-même il a finalement évoqué. C'est quoi? On a constaté que au Bénin, tel qu'évolue la politique, ce n'est pas une question de politique de développement. Et il faut être honnête de le dire. Et il vient de le souligner tout à l'heure. Même à l'Assemblée nationale, sur des questions en accord qui prônent le développement de tous les Béninois, c'est qu'une fois qu'on a, comment on appelle même, une opposition en accord, que je peux dire opposition radicale, ça dit quoi? Peu importe la loi, une fois que ce n'est pas nous qui sommes à la gouvernance, c'est qu'on vote contre tout ce qui est loi en ligne de mire qui prône la question du développement du pays. Mais si tel est le cas, à un moment donné, réfléchissons ensemble et trouvons d'autres mécanismes pour, à un moment donné, pour voir dans quelle mesure on peut trouver un accord, on peut arriver à s'entendre sur des questions de développement. Mesdames, merci. Oui. En raison du temps, hein, écoutons Didier maintenant.
Vous nous avez taquiné par rapport au temps de prise de parole, honnêtement. Maintenant, quand j'ai écouté Monsieur Juste, non, quand je vous ai écouté, nous avons tendance à nous faire peur nous-mêmes. Et c'est ça, moi, je voudrais éviter sur ce plateau, honnêtement. Apprenons à avoir confiance en nos institutions. C'est très capital. L'institution n'est même pas encore établie. Et déjà, nous trouvons que c'est une institution qui sera un problème pour le pays. Moi, je ne suis pas dans cette optique-là. Je ne suis pas dans cette logique. Pour moi, je vous l'ai dit, quand vous regardez la somme des expériences qu'on veut converger ensemble, qu'on veut mettre ensemble, c'est le Bénin qui gagne. C'est le Bénin qui gagne. Ils ne sont pas là, quand vous voyez même la composition même, vous voyez même les prérogatives, ils ne sont pas là pour faire la politique. Ils sont là pour accompagner le développement, pour appuyer tout ce qui est dans le sens du développement du pays. Ils ne sont pas là pour aller faire de la guerre de leadership, bien de la guerre politique. Et moi, si j'étais, j'aurais même souhaité qu'on aille plus loin pour dire tous ceux qui vont intégrer ce conseil de sages que moi je dis là, ils n'ont pas intérêt à faire de la politique, hein. Ils accompagnent. Et c'est bien. Vous voyez qu'en même temps, quand on parle de l'institution du Sénat, telle que vous l'avez décrit vous-même tout à l'heure, il est dit clairement que, accompagné de cela, on donne très politique. C'est une innovation béninoise, bien sûr, mais cela va booster le développement parce qu'il ne sert à rien. On élit un président et puis après 3 mois, tout le monde s'acharne sur lui, on ne laisse pas développer son programme. C'est dangereux. Et ça, nous devons l'accompagner. Si dans l'évolution des choses, on constate que, je suis sûr qu'on trouvera une solution quand même pour que ça soit dans l'objectif qui est visé. Parce qu'il y a un objectif derrière ça. L'objectif, ce n'est pas que les gens viennent, ils se réunissent pour faire la politique, ils se réunissent pour accompagner le programme que celui qui est élu président développe. C'est un point capital que je pense que, bon, dans votre développement, on a tendance à croire, tendance à penser, c'est que dans votre vision des choses, c'est que c'est une situation qui vient comme un problème. Non. Honnêtement. Merci, cher monsieur. C'est vrai que ça vous passionne, mais bon, vous voudriez bien qu'on passe au deuxième sujet. Cette fois-ci, on va s'intéresser aux partis d'opposition. Les démocrates ne participent pas, bien sûr, à l'élection présidentielle. Dans la foulée, plusieurs députés ont démissionné, ont quitté le parti. Le parti va rester finalement quoi? Qu'est-ce qui va rester de ce parti-là qui veut quand même corriger les choses au niveau du pouvoir d'État au Bénin? On avait beaucoup parlé de cette histoire des démocrates. Je vous avais dit ici que dans un regroupement où le désordre règne, ça ne peut que finir ainsi. Et je le disais que quand vous regardez tel que ça fonctionne au niveau des démocrates, déjà à partir de leur communication déjà, ce n'est pas la peine. Et quand on est un parti et qu'on aspire à diriger le Bénin, il va falloir se réorganiser. Moi, je ne suis pas étonné de ce qui se passe. Je vais vous dire certainement que dans les jours à venir, il y en a qui vont encore décaler. Vous êtes prophète, vous? Non. Ce n'est pas fait de prophète. Analysons les faits. Analysons les faits. Vous regardez, vous avez suivi certainement la sortie de M. Patrick Divo. Vous l'avez écouté, vous avez entendu tout ce qu'il a dit. Quand vous réunissez tout ça ensemble, vous comprenez avec moi que dans les jours à venir, il y aura encore des démissions. C'est une évidence. Et moi, ce qui me fait mal, c'est d'abord le cas des militants, ceux qui ont cru en ce parti. C'est pourquoi ils disaient la fois dernière qu'ils ont péché contre cela. Il y en a qui sont retrouvés à travers ce que les autres proposaient. Mais on a fini par se rendre compte à l'évidence qu'ils ne proposaient rien de sérieux. Il n'y avait aucune organisation, il n'y avait aucune idéologie, il n'y avait aucune alternative plausible qui disait. Ils sont là et puis voilà, c'est un regroupement, comme l'a dit un ami ici sur ce plateau, c'est un regroupement d'intérêts où chacun vient. Le pire, c'est pas le Bénin qui compte. On y vient pour la vengeance. Quand vous êtes dans un ensemble comme tel, ça ne peut que finir par exploser tel que vous voyez. Et les jours à venir, nous allons encore voir ce qui va se passer. Juste la barque démocrate, elle tangue. La tempête menace et la menace est assez grande. Est-ce qu'il y a une sorte d'espoir pour ce parti? Le navire ne va-t-il pas chavirer?
Je pense bien que ce sera le cas et c'est déplorable, tout simplement parce que qu'on le veuille, qu'on soit de la mouvance présidentielle ou de l'opposition, on aime toujours savoir qu'il y a un point de vue contraire à nous. Ça nous permet forcément de nous élever ou de réfléchir davantage ou autrement. Et ce parti est en train de couler tout simplement parce que si éventuellement le Sénat prospère comme nous sommes en train de dire, ça veut dire que le président Yahi, sauf s'il désiste, sera membre du Sénat, ce qui veut dire qu'il ne sera plus président des démocrates. Il y en a qui ont démissionné, il y en aura, probablement même le secrétaire national à la communication l'a évoqué, qu'il y a éventuellement d'autres démissions qui arrivent. Et quand on voit les échéances prochaines, probablement, si on se fie au sondage ou à notre regard d'analyse politique, il est peu probable que les démocrates se retrouvent à l'Assemblée nationale, ce qui veut dire qu'ils vont pas pouvoir non seulement participer aux élections, n'étant pas à l'Assemblée nationale. Il y a peu de chances qu'en 2031, ils participent à nouveau à l'élection présidentielle parce qu'il faille avoir des parrains, sauf un changement à venir. Donc, quand on fait une analyse à long terme ou à court terme, on constate que ce parti est en train de chavirer et de mourir. Et c'est bien déplorable, surtout quand je vois ceux qui incriminent le parti et ceux qui sont en train de quitter le parti. Il n'y a pas de fumée sans feu. Je n'oserais pas dire qu'il n'y a rien qui se passe et que c'est le pouvoir en place qui est en train de déstabiliser. Je ne dirais pas ça. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Il y a énormément de gens qui l'ont dénoncé. Donc, ça me dit qu'à l'intérieur, il y a réellement un problème de gestion. Mais ce qui me pose problème, c'est que des gens ont critiqué ce pouvoir, même jusqu'à quelques jours, continuaient de critiquer ce pouvoir, qu'ils iront aux élections, qu'ils vont sauver les Béninois, qu'ils vont libérer les Béninois, et d'un seul coup, parce que ça ne marche plus, tout le monde saute de la barque et se retrouve au niveau de cette mouvance qu'on a vilipendée. Non, pour le moment, il n'y a pas encore de destination claire. Laissez-moi terminer. Pourquoi je le dis déjà? Deux choses, deux éléments me permettent de faire cette affirmation-là. C'est qu'il y a eu aujourd'hui vote du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Et vous savez bel et bien que jusqu'aux autres années, lorsque le rapport arrive, tous les démocrates votent contre. La mouvance présidentielle a 81 députés. Depuis cette démission-là, nous avons constaté qu'il y a eu vote et au niveau de ce vote-là, il y a eu 87 députés. Donc, ça veut dire que ceux qui ont démissionné se sont ajoutés plus ou moins, et ça fait exactement les 87. Or, il y avait quelques temps, ils votaient automatiquement contre. Donc, ça fait déjà poser des questions. Ils ont eu, il paraît, selon la presse, une rencontre avec le candidat de la mouvance. Et une dernière chose, l'un des députés de ce parti-là dit que lui elle ne veut pas être députée une seule fois. Ça voudrait simplement dire qu'elle cherche à pouvoir être candidat. Et quand on voit actuellement l'anderno politique béninois, on sait que forcément pour pouvoir avoir plus de chances de se retrouver au Parlement, il faut se retrouver au niveau d'un parti de la mouvance présidentielle. Donc dans un climat comme ça où nous avons critiqué, moi je me dis, il y a forcément, on donne l'exemple. Si moi je critique autant un gouvernement et qu'après je démissionne, je m'associe avec ceux avec qui j'ai critiqué la gestion au sein de mon parti. On crée un nouveau parti pour montrer la différence. Ça doit être ça. Et ils n'ont qu'à me défier, ils n'ont qu'à démontrer le contraire et que les jours à venir, que personne d'entre eux ne se retrouve au niveau de la mouvance. Là, on dira que j'ai fait une fausse analyse et que j'ai fait fausse route. Mais si c'est le cas, c'est une fois de plus déplorable et ça ne donne pas l'exemple. Ça ne permet pas au peuple d'avoir confiance aux politiques que nous avons. Tout simplement parce qu'ils vont dans le sens du vent et qu'ils ne peuvent pas pouvoir défendre leur idéologie pendant assez longtemps tant que leur intérêt n'est pas garanti. Didier, aujourd'hui, on se demande si le parti les démocrates va pouvoir survivre. Moi, je ne suis pas là pour prophétiser le mal pour les LD, mais quand je regarde ce qui s'y passe, en tout cas depuis un bon moment jusqu'à aujourd'hui, je me rends à l'évidence malheureusement que ce parti va finir par se mietter. Il y aura beaucoup plus de définitions, c'est certain, parce que ça se dit déjà, même Monsieur Jules, juste l'a dit tout à l'heure, le secrétaire de la communication l'a dit lui-même qu'il y aura d'autres démissions. Vous savez, il y a une chose, quand les gens se réunissent dans un parti politique, c'est pour un but donné.
Et un parti politique, c'est fait pour conquérir le pouvoir d'État et de l'exercer. Et quand déjà au niveau interne, quand vous suivez tout ce que chacun dit, on comprend que le mal est profond. Et aujourd'hui, tout porte à croire que nous tendons vers l'implosion, nous tendons vers une détonation qui va finir par avoir raison du parti. Vous allez voir peut-être dans les jours à venir, il y aura beaucoup d'autres qui vont démissionner, qui vont quitter le parti, ils vont donner leurs raisons. Et c'est ce qui m'amène à aller un peu sur à dire un peu, à donner mon opinion par rapport à ce que M. Juste disait tout à l'heure, que les députés qui ont démissionné, qu'ils ont rejoint la mouvance, c'est votre déclaration. Voilà, tout porte qui vont rejoindre. Finalement, ça y est, bon. Ah bon, ok, donc il a rectifié, puisque jusqu'à l'heure où nous parlons ici sur ce plateau, aucun des députés démissionnaires ou autres membres qui ne sont pas députés, aucun d'eux n'a fait une déclaration d'appartenance à la mouvance. C'est vrai, on a appris dans les coulisses que le candidat de la mouvance allait recevoir et autres, mais écoutez, Wadaï est candidat. Et tout comme Paul Montpé, son candidat pour tout le Bénin, c'est aux élections on va les départager et on verra. Donc, si je suis à la place de ces candidats-là, je vais ouvrir mes bras pour recevoir. Si les gens veulent m'écouter, parce que j'ai des propositions à faire, j'ai une vision pour le pays. S'ils se retrouvent dedans, ils me suivent. Maintenant, si ceux qui disent qu'ils viennent, par rapport à la dame, la dame qui a dit qu'elle ne veut pas être députée une seule fois. Moi, je ne suis pas dans cette logique. On fait la politique pour une vision. On fait la politique pour un but. On ne vient pas en politique parce que, bon voilà, et si mon parti ne me positionne pas, c'est ça qu'il faut combattre. Et je vois que c'est ce qui nous arrive dans le pays. Les gens viennent en politique, voilà, c'est pas qu'ils apportent. Mais pour eux, c'est que, bon, est-ce que mon intérêt, cadrer mon intérêt, c'est vrai que parfois c'est un jeu d'intérêt, normal, mais il faut faire avec un peu de pudeur. Donc, sur ce point, je vous rejoins. J'aurais aimé que les raisons qu'elle a avancées pour sa démission soient autres raisons que cet aspect qu'elle a souligné. Je l'ai suivi jusqu'à ce qu'elle a commencé par dire qu'elle ne voudrait pas être députée une fois. Alors, moi, j'ai dit non, c'est pas la peine. Je n'ai pas continué à suivre ça. J'aurais aimé qu'on avance. Quand vous écoutez, j'ai dit tout d'un coup, quand vous écoutez M. Patrick Divo, il a été clair et il a souligné les faits qui l'ont amené à décider finalement de se retirer du parti. Et quand vous le suivez, c'est un monsieur que moi j'apprécie. Pourquoi? Parce qu'il est le plus posé parmi les démocrates que je vois. Vous n'allez pas voir M. Patrick Divo dans tout le temps qu'il a fait dans les démocrates parler ainsi. Mais quand il a décidé de parler, il a dit, et vous convenez avec moi que tout ce qu'il a dit, quand vous regardez les faits, comme je l'ai dit ici, il n'a fait que dire ce qui se passait et que les gens ne voulaient pas qu'on sache. Finalement, bon, Sodino a eu le courage de foncer. Et puis voilà, et les gens ont suivi. Merci Didier. Allez, finalement, hein, nous sommes à vous, Médard. Oui, cher journaliste, je le disais que cette zone de turbulence que traverse actuellement le Parti des démocrates est innée à tout groupe ou association qui se regroupe et qui a un objectif. Mais si cette zone de turbulence, comme d'aucuns l'auraient appelé, et comme on appelle même, cette crise d'adolescence, si au sein du parti, les démocrates, on n'a pas su contenir cette crise, ça pose sérieusement une question de leadership, de gouvernance. À la tête de ce parti-là. Parce que l'essentiel est que l'ensemble de cette composition, de la composition de ce parti politique, c'est des acteurs, on est d'accord, qui sont venus d'horizons divers, qui ont reçu une éducation politique diverse et qui, au-delà d'un objectif qu'on veut atteindre, se sont regroupés. Mais si tel est le cas et que l'objectif n'est pas encore atteint et que du moment où on n'était pas dans la même vision et qu'on s'est regroupé pour atteindre un objectif, l'essentiel est qu'on doit pouvoir traverser cette zone de turbulence. Maintenant, c'est comment faire pour contenir cette zone de turbulence-là qui a été vraiment fautif pour la gouvernance, pour ne pas dire le leader même, comment on appelle même de ce parti politique-là, n'a pas su contenir cette crise-là. Et puis ça s'est étalé à la face du monde. Sincèrement, c'est presque
une désolation, parce qu'on ne s'y attendait pas. On n'avait pas prédit ce sort pour ce parti-là. Mais je peux vous rassurer que rien ne présage d'un lendemain meilleur pour ce parti. Je vais donner les faits et vous allez le constater. Juste à travers les faits de Sodinou, ou bien je peux dire tout ce qui est scénario Sodinou-Michel, vous auriez constaté que après Sodinou, nous avons eu cette démission de 6 députés à l'Assemblée nationale. Ça pose déjà un problème. 5 autres députés au niveau du groupe parlementaire Les Démocrates. Ça pose déjà un problème au niveau de l'Assemblée nationale. Si nous quittons là, vous allez constater avec moi que tout le temps, avec l'affaire Sodinou, on sent clairement que ce parti n'a pas eu la chance ou bien le temps nécessaire, même si possible, de constituer les autres étapes, parce que nous allons à une élection générale. Ça là, ce n'est plus... je vais dire quoi, en tout cas, les jours à venir vont nous édifier. Je suis sûr, à travers l'état d'âme de l'équipe qui a conduit, comment on appelle même, les cantines pour aller déposer les dossiers à la Sénat pour les communales, quand vous voyez l'état d'âme de ceux-là, on se pose la question si réellement, c'est qu'ils sont sûrs de ce qu'ils pourront passer l'étape d'étude des dossiers. Ça veut dire quoi? Parce que, par le temps, l'affaire Sodinou les a occupés. Ah oui. Et une fois que ça les a occupés, ils n'ont pas eu la chance nécessaire de se concentrer encore sur les autres élections à venir. Ça veut dire quoi? C'est qu'on veut ou on ne veut pas. C'est qu'à un moment donné, les démocrates ont été recalés pour les élections. Non, ils n'ont pas été recalés. Bon, l'essentiel est qu'ils n'ont pas pu, comment on appelle même, constituer l'ensemble, ils n'ont pas pu répondre aux critères nécessaires pour compétir aux élections présidentielles. Mais si l'élection présidentielle est majeure, soyez-en sûrs que si on n'a pas pu participer à cela, et qu'à un moment donné, on a pris tout le temps à s'occuper de cela, et qu'on n'a pas su à un moment donné constituer un bon dossier face aux enjeux en accord de ces élections générales, suivez bien mon regard, je parle bel et bien des 10% et des 20% au niveau des circonscriptions électorales. Il faut comprendre que ce parti est en train de s'éclater tout simplement. Et alors, il revient à chaque acteur politique qui constitue ce parti politique-là de se repositionner. Parce qu'ils ont une suivi politique. On ne veut pas attendre à ce que la barque puisse se noyer complètement avant de se réveiller. C'est ça qui a fait que les 5 députés en accord qui ont claqué la porte, et comment on appelle même, au niveau du groupe parlementaire, les démocrates, c'est pour leur suivi politique. Bien qu'à un moment donné, par le passé, le mal était profond. Bien que, au travers de tout ce qu'on a eu à entendre, il faut comprendre que le mal était profond, mais à un moment donné, quand quelqu'un a eu le courage de creuser l'abcès, c'est que tout le monde veut profiter maintenant pour s'éclipser. Parce que nous constatons très bien que c'est des groupes qui étaient des groupes isolés aussi du parti, qui ne se faisaient pas entendre. Merci. Voilà. Merci, cher Médard. Juste, Médard le dit, hein, il n'y a pas de présage d'un avenir meilleur pour les démocrates. Est-ce que vous dites la même chose? Est-ce que c'est pas trop dit? Non, je pense la même chose, mais bon, rien n'est figé dans le temps, les choses peuvent évoluer éventuellement, mais à l'heure actuelle, si on fait une analyse approfondie, on constate tout simplement ça, parce que non seulement la probabilité est très faible qu'il se retrouve aux élections générales, donc communales et législatives, mais la probabilité qu'ils réunissent les 20% également est faible, parce qu'il y a des poids lourds du parti qui sont en train de partir, donc ce qui fragilise davantage le parti. Ils n'étaient pas sûrs, malgré qu'ils estiment être le parti du peuple, de réunir les 20% bien avant que cette situation ne survienne, donc le doute est encore davantage fort, et s'ils n'arrivent pas à réunir les 20%, ça veut dire qu'ils ne sont pas au Parlement, je le disais. Je doute fort qu'ils puissent avoir 28 mairies s'ils arrivent à participer au communal. Et donc, quand on regarde l'ensemble de ces données-là, ça veut dire que s'ils ne se retrouvent pas au niveau des mairies, qu'ils ne se retrouvent pas au niveau de l'Assemblée nationale, qu'ils n'ont pas le pouvoir exécutif, nous sommes en train d'aller à 2031, et à 2031, il faut avoir les parrainages pour se présenter à nouveau à l'élection présidentielle. Et si les choses vont ainsi et que les lois restent telles, ça veut dire qu'ils n'auront pas
probablement les parrainages, et ça fait rendez-vous 2036. Et nous savons que tout le monde ne restera pas en plus pendant 10 ans à nouveau, parce que d'autres ont déjà fait 10 ans d'opposition, ou 7 ans et autres, donc d'autres n'accepteront pas faire 10 ans de nouveau, ça fait 20 ans, avant d'attendre peut-être se retrouver à nouveau au Parlement ou à la magistrature suprême. Maintenant, ce que je déplore, au-delà du fait que le diagnostic soit bon et qu'il y ait des frictions au sein des démocrates et qu'il y ait des griefs, là n'est pas le problème. Ce que je reproche, ce n'est même pas à M. Wadaï que je le reproche. Lui, il est candidat. Il veut réunir des gens autour de lui pour pouvoir diriger ce pays. Il a dit qu'il veut être le candidat de tous les Béninois. Je ne le fais aucun reproche. Ceux à qui j'ai des choses plus ou moins des griefs contre, c'est tout simplement les démissionnaires. Parce que on nous dit dans notre culture que ce qui nous reste après avoir tout perdu, c'est notre dignité. Et je ne peux pas avoir critiqué un gouvernement pendant 10 ans, qui il y a quelques jours, même moins d'une semaine, j'étais en train de dire que c'est un gouvernement qui a asphyxié le pays, qui a asphyxié le peuple, qui a mis des gens en prison, que nous voulons briguer la magistrature suprême, que ça soit vrai ou non. C'est ce que j'ai eu à dire, d'accord? Donc vous êtes d'accord avec moi que parmi les démissionnaires, il y en a qui ont opiné de cette manière-là. Et je le dis. Et j'ai même critiqué le choix du candidat, que c'est une imposition, que c'est le même système qui veut poursuivre, que Talon veut continuer par diriger en coulisses. Et du jour au lendemain, parce que ça ne va plus dans ma maison, je retourne chez le bourreau, entre griffes, parce que c'est ce que j'ai toujours considéré, c'est ce que j'ai toujours déclaré en fait. C'est ça que moi je reproche. Je n'aurais rien contre le fait qu'ils démissionnent, qu'ils aillent constituer un nouveau parti destiné à animer la vie politique et à attendre peut-être dans 5 ans à faire un accord politique pour avoir les parrainages. Mais de là à voir ce qui présage, il est fort probable, et ils n'ont qu'à démontrer le contraire, je l'ai dit, je reviens dessus, qu'ils vont se retrouver au niveau de la mouvance présidentielle. J'en veux pour preuve 2 éléments qu'on a déjà évoqués sur ce plateau. Lorsque les années passées, ils votaient les rapports d'activité du président de l'Assemblée nationale, c'est automatiquement les démocrates refusaient. Depuis qu'ils ont démissionné, automatiquement, les 6 se sont ajoutés aux 81 de la mouvance présidentielle pour qu'il y ait 87 qui ont voté, et le restant des démocrates a voté contre. Donc, déjà entendre des députés dire « je ne veux plus » ou « je ne veux pas simplement faire une seule mandature », c'est pas bien entendre. C'est à croire que c'est l'intérêt personnel qui est prisé au lieu de l'intérêt général. Or, c'est ce qu'on nous a dit. On nous a dit qu'on est en train de défendre le peuple béninois et que le peuple béninois est brimé et qu'on voudrait sauver ce peuple-là. Mais de là à entendre que c'est parce que il y a peu de chances que je me retrouve à l'Assemblée nationale que je change de camp. Et maintenant, si on change de camp, quelqu'un nous donne plus de possibilités pour se retrouver à l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas dupes, c'est la mouvance présidentielle qui nous le permet. Donc, c'est tout simplement ce que je reproche à ceux qui ont démissionné. Ce n'est pas la démission en soi-même qui est problématique. Didier, oui. Allez-y. Bon, quand je suis heureux des arguments que vous avez avancés parce que ça prouve que ceux qui ont quitté les démocrates se sont en fait libérés un peu d'un embrigadement de la politique politicienne. Cela prouve réellement que... Ils n'avaient pas de convictions. Non, pas, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de conviction, mais comme on le dit, la discipline du groupe dans lequel il se retrouvait, où ce qui gouverne, c'est la politique politicienne, c'est pas forcément parce que la gouvernance Talon est mauvaise, mais parce que on veut tout coûte que coûte lui contrecarrer la démarche, on veut coûte que coûte mettre le bâton dans les roues, on veut montrer qu'on n'est pas d'accord, on ne cherche même plus à comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Tout à l'heure, nous parlions du Sénat. Permettez-moi de revenir sur ça. Il y en a qui n'ont même pas lu le texte. Ils n'ont même pas lu ce qui est proposé, ce que propose cette réforme-là. Ils n'ont pas lu, mais on est contre parce que... Vous étiez à l'Assemblée nationale? Non, quand vous écoutez les gens, je ne parle pas forcément des députés, parce qu'on a mis dans notre mental que lorsque on est contre quelqu'un, même s'il fait bien, on dit c'est pas bien, voilà. Vous l'avez dit tout à l'heure, les 6 qui ont voté certainement, qui ont voté le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, c'est parce que finalement, ils ont compris. Ils ont compris qu'on leur demandait, on donnait des consignes, votez contre, votez contre. Changer de conviction du jour au lendemain. C'est pas une affaire de conviction, c'est ça que je dis. C'est pas une affaire de conviction, c'est une affaire de consigne. On leur dit, votez contre. On ne cherche pas à comprendre le bien fondé pour le pays, ce que cela apporte pour le pays. On ne veut rien savoir, on dit, voilà, ça vient de la mouvance, on est contre. Didier, mais il y a quelques minutes, vous étiez en train de dire qu'un certain nombre de députés n'étaient pas marionnettes. Mais évidemment,
Évidemment, non, vous savez, quand vous évoquez cette question, moi, ça me fait rire. Et pourquoi vous voulez penser que ceux-ci sont mariés, C'est sont des marionnettes? pourquoi je disais tout à l'heure que c'est des consignes. Et c'est malheureusement ce qui est remarqué. Il faut que ça change. Nous devons changer notre manière de faire la politique dans ce pays. On va donner la parole très rapidement à Médard. Médard, vous voudriez bien... Monsieur le journaliste, il faut à un moment donné regarder le contexte de la composition actuelle des députés, les démocrates à l'Assemblée. Médard, vous voudriez bien... Vous auriez constaté qu'on a eu assez de nouvelles têtes. C'est qu'à un moment donné, comme on a dit, c'est qu'on veut sauver le Bénin. C'est ce qu'on a eu à dire. Comme si le Bénin Donc, comme les vrais acteurs qui animent la vie politique ne sont plus dans ce regroupement, on a eu à chercher d'autres de nouvelles têtes qu'on les a positionnées. Donc, l'essentiel est que vous n'allez pas trouver le même mécanisme ou bien vous n'aurez pas les mêmes réponses. Avec preuve que... Et c'est là vous chutez. C'est là vous chutez. Non. Si vous vous souvenez bien, vous aurez constaté une fois ici que quand l'honorable Arossi a eu à voter pour une... comment on appelle même, je ne me rappelle plus. C'est un rapport, je crois. Un rapport de l'État là. Rapidement, il a été chapitré dans son propre temps. Mesdames, merci mesdames. Malheureusement, le temps fait défaut pendant que votre moteur est en train de prendre. Finalement, le temps fait défaut. Juste merci Didier, merci à vous tous qui nous avez suivis. Nos programmes vont s'enchaîner. Merci de ne pas zapper. À très vite.